Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau récap info pour commenter l'actualité avec, c'est l'objectif, un peu de recul. Une actualité évidemment dominée en ce moment par l'épidémie de Covid-19, le reconfinement et les attaques terroristes qui frappent de nouveau la France. À mes côtés aujourd'hui, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, Jacques Dallest, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après l'assassinat le 16 octobre dans les Yvelines de Samuel Paty, un enseignant d'histoire-géographie décapité par un fondamentaliste islamique de 18 ans qui a été tué par les forces de l'ordre. Une nouvelle attaque au couteau dans une église à Nice vient de faire plusieurs morts. L'assaillant a été interpellé et blessé. Le Premier ministre a porté le plan Vigipirate au niveau urgence attentat partout en France. La surveillance est renforcée dans les lieux de culte et les cimetières en cette période de fête de la Toussaint. Jacques Dallest, en tant qu'homme de droit, quelle réaction vous avez face à tout ça ? C'est toujours une réaction effectivement d'homme de droit, mais peut-être avant tout d'être humain. Nous sommes toujours consternés quand nous avons affaire à des actes aussi barbares, aussi terribles. Vous savez, avant d'être un acte terroriste, il s'agit d'un crime, c'est-à-dire d'une atteinte délibérée à la vie d'une personne humaine. Et donc ça suscite forcément l'indignation, l'émoi. Et ça nous interroge sur comment prévenir ce type d'acte. Il ne suffit pas sans doute de se lamenter, même si c'est nécessaire, mais de dire comment peut-on empêcher cela. Et ça, c'est une vaste question. Le niveau urgence attentat, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les tribunaux, sur le déroulement de la justice ? Oui, parce que c'est un dispositif de mise en alerte renforcé, des lieux qui peuvent être exposés. Les palais de justice sont des lieux exposés, qui rendent la justice, qui reçoivent du public. Et d'ailleurs, malgré l'instauration du confinement, le palais de justice de Grenoble restera ouvert, ainsi que les autres palais de justice, avec sans doute des règles de sécurité renforcées. Mais donc, nous sommes très attentifs, mais depuis longtemps. Malheureusement, tous les agents du palais de justice aux règles de sécurité qui peuvent s'opposer parce que des gens viennent mécontents, des gens viennent en attente d'une décision de justice qui peut leur déplaire, et nous devons être très vigilants sur ce plan. La mouvance islamiste radicale est donc dans le collimateur du gouvernement, de nouveau, j'ai envie de dire. Est-ce qu'en Isère, la justice s'intéresse aussi à cette mouvance ? Est-ce qu'elle est présente ? À quel niveau ? Oui, malheureusement, vous savez que le département a été endeuillé à Saint-Quentin-Fallavier. Cette année, malheureusement, la Drôme, mais c'est dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, la Romans-sur-Isère aussi. Un individu déséquilibré a tué plusieurs personnes, en a blessé grièvement d'autres. Il y a eu des arrestations sur l'agglomération grenobloise organisées par le parquet national antiterroriste. Donc, à l'instar d'autres départements, l'Isère n'est pas épargnée. Il y a des foyers de radicalisation, il y a des endroits, des personnes dont on sait qu'elles sont radicalisées. Certaines sont fichées S. Donc, des services spécialisés les surveillent, et tout le travail, c'est d'essayer de détecter d'éventuels passages à l'acte d'individus qui, à un moment, voudraient passer de la contemplation, je dirais, malheureusement, de sites interdits à des actes qui, eux, seraient des actes criminels. Mais pour l'instant, on ne peut évidemment que les surveiller. Et oui, c'est un travail énorme, vous imaginez bien, repérer des personnes qui, pour certaines, sont connues pour être radicalisées, mais il y en a qui ne sont pas encore connues ou qui sont en voie de radicalisation. Et c'est toute la difficulté de détecter, de prévenir, de dire est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'il a un risque vraiment d'agressivité renforcée, ou est-ce qu'il est dans une pratique dure de la religion de l'islam. C'est ça un peu le problème. Et donc c'est un travail qui incombe aux forces spécialisées. Et nous, en tant qu'autorité judiciaire, nous sommes très attentifs à ce qu'on peut connaître des pratiques de certaines personnes, seules ou organisées plus collectivement. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des risques d'attentats qui ont été déjoués dans ce secteur ? Je ne peux pas vous répondre très précisément, mais vous savez, on parle malheureusement et évidemment très justement des attentats commis, et on parle moins des attentats qui ont été déjoués, mais un certain nombre d'attentats ont été déjoués sur le territoire national grâce à ce travail d'investigation qui est discret et qui porte ses fruits, mais pas toujours malheureusement. La radicalisation se fait aujourd'hui en partie sur les réseaux sociaux, mais aussi, on l'a beaucoup dit, en prison, quand on est juge, qu'on condamne un délinquant à une peine d'emprisonnement pour parfois un délit simplement mineur. Est-ce qu'on y pense aussi à cette radicalisation qui peut se faire en prison ? Bien sûr, et là aussi, il y a des personnes dont la mission, c'est aussi de repérer au sein de l'administration pénitentiaire, au sein des établissements pénitentiaires,
des détenus qui, à un moment, auraient des pratiques ou des discours ou des attitudes qui posent question. Mais ce n'est pas toujours évident parce que quelques-uns d'entre eux peuvent être absolument discrets et sans donner de signes extérieurs de radicalisation et peuvent être néanmoins peut-être plus dangereux que celui qui va se laisser pousser la barbe, vous voyez, qui aura une attitude qui va tout de suite le différencier. Et c'est pour ça que les signes annonciateurs ne sont pas si simples. On parle de signaux faibles, signaux forts. On est plutôt dans des signaux faibles, mais qu'il faut essayer de repérer. Et c'est aussi le travail du juge. Ça peut être un travail du juge qui peut aussi, dans le cadre de son activité ordinaire, voir si dans telle famille, il y a un discours qui pose problème, le rapport à la femme, le rapport aux enfants, de la part d'un homme qui lui-même est en situation délicate. Tout ça, c'est ce travail d'analyse fine qui suppose aussi un travail avec des psychologues, des éducateurs, etc. C'est un travail assez collectif. Ça ne peut pas être un travail individuel et isolé. Selon un rapport de l'Éducation nationale, l'Académie de Grenoble est, après celle de Créteil, la seconde en France en nombre de signalements d'atteinte à la laïcité. Alors ces faits, ce sont seulement des signalements, ils ne se retrouvent pas devant la justice. Mais est-ce qu'il y a quand même des plaintes pour cela que vous enregistrez? Oui, bien sûr. Alors les atteintes à la laïcité ne sont pas forcément constitutives d'infractions pénales. Pour que ce soit une infraction pénale, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments dits constitutifs. Donc tout ne vient pas aux oreilles de la justice, hein, qui n'a pas forcément à en connaître. Mais lorsque on sait qu'on est sur un terrain où on risque de dériver vers une pratique qui, elle, sera illicite ou illégale, la justice, avec le préfet, avec les services d'enquête, doit être avisée pour se positionner et apporter aussi sa contribution. Toujours pareil dans ce repérage de situations problématiques. Vous aviez noté quand vous êtes arrivé à Grenoble que beaucoup de gens portaient sur eux un couteau. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont décapiter quelqu'un, mais en tout cas certains sans avoir vraiment conscience de l'interdit d'avoir sur soi un couteau. Oui, moi c'est un combat que je mène alors évidemment avec le procureur de la République de Grenoble et tous les procureurs du ressort de la Cour d'appel. Je constate avec une grande tristesse que malgré les panneaux à l'entrée du palais de justice, où il est bien écrit qu'il est interdit de venir porteur ou détenteur d'un couteau. Parce que c'est interdit dans le palais de justice, mais à l'extérieur. Et c'est évidemment un délit interdit. Nous n'avons pas le droit, une personne n'a pas le droit de porter sur elle une arme dangereuse sans motif légitime. C'est considéré comme une arme dangereuse, un petit opinel pour couper oui, parce qu'avec une petite lame, vous pouvez faire du mal à quelqu'un, pas forcément tuer la personne, mais la blesser sérieusement. La loi interdit de se promener avec un couteau. Et très régulièrement, j'ai dû rappeler à nos concitoyens que pour eux, ils trouvaient ça ordinaire et banal. Ben non, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende lorsqu'on se promène sans autorisation, sans motif légitime. Et on ne vient pas dans un palais de justice avec un couteau sur soi, même si c'est un canif, même si c'est le couteau du grand-père. On ne le fait pas lorsqu'on prend l'avion, on ne doit pas le faire lorsqu'on va au palais de justice. Car il y a un risque de s'en servir dans un moment de colère, et les vigiles du palais de justice saisissent tous les jours, malheureusement, des couteaux. Et ça donne lieu d'ailleurs à un contentieux qui est préoccupant, parce que malheureusement, vous le savez bien, Grenoble est victime de faits de violence avec armes blanches. Donc nous devons mener un combat résolu contre la détention de couteaux, le port de couteaux. Qu'est-ce que ça dénote selon vous? Une violence de la société, une méconnaissance? Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a toujours eu, vous savez, les couteaux sont fabriqués en France. Il y a un certain nombre de marques très connues. C'est les parties de la culture locale. On considère que c'est traditionnel. Certains peuvent s'en servir, effectivement, pour casser la croûte, etc. Mais d'autres nous disent, et ça c'est plus inquiétant, qu'on a peur de sortir dans les rues de Grenoble, donc on se promène avec un couteau. Mais ça, c'est une légende urbaine ou c'est vrai? Non, ça arrive. Certains nous le disent. J'ai peur ou j'ai besoin d'avoir quelque chose comme ça sur moi. Je m'en rends même plus compte. Et il faut s'élever contre ça. Parce que c'est toujours pareil. En cas d'incident, qu'est-ce qui va se passer? Le fait d'avoir une arme sur soi peut vous amener à vous en servir. Et malheureusement, nous déplorons beaucoup de faits de violence dans la rue, de rixes, de choses comme ça. Certaines sont mortelles et quelques affaires malheureuses ont défrayé la chronique. Donc nous devons mener un combat résolu, véritablement contre le port des couteaux. J'ai connu dans d'autres temps un combat à mener contre les armes à feu sur la Corse. Tradition aussi de se promener avec des armes à feu. Tout ça a bien changé. Il faut vraiment se battre contre ça. Vous avez exercé différentes fonctions, justement, à Ajaccio, Marseille, Grenoble. Est-ce que Grenoble, c'est aussi chaud qu'Ajaccio et Marseille?
Non, je pense qu'il faut... Alors, moi, je ne fais pas partie des catastrophistes, si vous voulez, qui disent toujours qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Il suffit de se plonger dans les collections de journaux d'il y a 30-40 ans pour s'apercevoir que les faits divers sanglants étaient aussi fréquents. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'effet caisse de résonance, amplification, réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui. N'idéalisons pas, il ne faut pas idéaliser le passé, hein, donc c'était pire qu'aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, peut-être que les choses se savent plus, il y a des phénomènes un peu nouveaux, les règlements de compte de cité, qui touchent des gens plus jeunes qu'à une période. Il y a des tensions, sans doute liées au confinement ou l'après-confinement, des tensions dans les familles, la brutalité, moins grande acceptation des violences, et ça c'est une bonne chose, les violences conjugales. Tous ces phénomènes se conjuguent et peuvent donner l'impression d'une flambée de violence. L'inquiétude qu'on a actuellement, moi l'inquiétude que j'ai, c'est une augmentation des vols avec violence, c'est-à-dire des agressions dans la rue pour s'emparer des colliers. On a entendu pas mal d'histoires de vieilles dames qui malheureusement, c'était un fléau que j'ai connu à Marseille il y a quelques années, où il y en avait énormément. Et je trouve est-ce que c'est l'après-confinement, mais on revient au confinement, qui a libéré un peu les énergies. Là, l'or, c'est une valeur refuge. Et on sait que s'en prendre au collier, c'est derrière alimenter toute une délinquance. Et ça, c'est inquiétant parce que ça touche des personnes vulnérables, souvent des personnes âgées, mais ça peut toucher aussi des gens jeunes. Et là encore, je rends hommage au travail de la police qui arrête régulièrement des malfaiteurs. Le parquet les défère et les condamnations sont assez lourdes parce qu'on ne peut pas évidemment agresser des personnes pour des raisons purement crapuleuses. Hein. C'est pas pour autre chose. Il faut là aussi, et il y a un risque vital pour la personne qui est agressée, qui peut tomber, se casser le col du fémur ou voire pire. Moi, j'ai connu des agressions, pas ici, mais dans d'autres villes, mortelles, où la personne tombe et s'est tuée en la tête ayant cogné le sol. Donc, il ne faut pas faire du catastrophisme, mais il faut être réaliste et être vigilant sur ces passages à l'acte répétés qui sont de la délinquance insupportable. Il y a aussi une délinquance importante liée au trafic de drogue à Grenoble. On parle souvent de l'Alma, de la Villeneuve et de Mistral. Le dernier épisode marquant remonte à fin août. Des images de deals circulent sur les réseaux. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'intervenir. Une intervention assez musclée sous pas mal de caméras. Finalement, on parle de clips vidéo. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, clip ou pas clip ? Écoutez, je ne sais pas où on est l'enquête qui est dirigée par le procureur de la République de Grenoble. Alors, c'est toujours pareil, je pense que c'est un mélange des deux, à la fois volonté de clip, mais aussi peut-être avec des acteurs qui, eux, ne sont pas des figurants, qui peuvent être des délinquants. Et tout le travail, c'est de dire de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait bien d'armes réelles et de malfaiteurs réels, sachant qu'on est sur un lieu de trafic qui, lui, est pas fictif. Ces mises en scène, c'est assez nouveau Oui, c'est un peu nouveau, mais ça, c'est l'effet Internet. C'est comme on a maintenant des vendeurs, des dealers qui font du marketing avec le portable, qui envoient des SMS promotionnels. Qui ont même tout un packaging. Voilà, qui vous conditionnent un produit, qui vous remettent des objets en remerciement, voilà, et qui arrivent par le biais des vidéos à faire un peu leur publicité. Alors, est-ce que ça s'inscrit dans une volonté musicale, culturelle, où il faut montrer qu'on transgresse la loi, la drogue, ce genre de choses ? Mais on ne peut pas laisser faire ce genre de comportement. Et on sait que Grenoble, malheureusement, est très touché par le trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est une part importante des affaires qui arrivent au tribunal ? C'est une part importante de l'activité des palais de justice. Pas d'ailleurs seulement Grenoble. Malheureusement, sur la vallée du Rhône, il y a des saisies importantes de produits stupéfiants à Valence, à Vienne. Toutes les semaines sont arrêtés des transporteurs de drogue, des acheteurs, des revendeurs. L'année dernière, je me suis fait communiquer les chiffres. On a jugé plus de 1000 personnes sur les 3 départements dépendants de la cour d'appel de Grenoble. Et une bonne partie sont allés en prison pour revente, transport de grosses quantités de drogue. Et donc, c'est un combat permanent. Et il faut que toutes les forces vives de la cité y travaillent, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie, la justice, les associations, les familles, qui doivent aussi se grouper. Et c'est pas facile pour mettre hors d'état de nuire des dealers. Je sais que c'est pas facile de vivre dans une cité où vous avez des revendeurs au pied de chez vous. Parce que certains essayent, ils se font taper dessus. Oui, je peux comprendre. Alors, il y a des moyens légaux de signaler à la justice de façon anonyme qu'il y a tel lieu de trafic où il y a un endroit où on entrepose de la drogue ou de l'argent. Je l'ai souvent fait aussi dans le passé, c'est un appel à la dénonciation citoyenne et pas à la délation. On mélange un peu les deux. C'est pas de la délation, c'est d'être citoyen, de dire
collectivement, voilà, là, il y a quelque chose d'anormal, il y a un box où est stocké des produits illicites pour que les forces de police puissent mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Et quand ils dominent un quartier, ces malfaiteurs, ils obtiennent le silence. Et c'est ça la difficulté, c'est de briser le silence, la peur que peuvent ressentir les habitants, la crainte de représailles. Et il faut que nous empêchions ce genre de choses, parce qu'un quartier ne peut pas être tenu par des malfaiteurs. Est-ce que la dépénalisation de l'usage, ça pourrait être selon vous une piste ? Alors c'est le grand débat qui revient très régulièrement. Moi je l'entends depuis 30 ans, ce débat. Personne ne l'a tranché. Moi je dis toujours que c'est aux politiques de décider, parce que vous aurez toujours des opinions pour, des opinions contre, de scientifiques, d'économistes, de philosophes. Et je crois qu'il y a une idée fausse qu'il faut essayer de mettre de côté, c'est l'idée que si on dépénalisait, il n'y aurait plus de trafic. Un des gros vecteurs de c'est ce que dit le maire de Grenoble, par exemple. Oui, un des gros vecteurs de produits, c'est le trafic de cigarettes. La contrebande de cigarettes, qui est pourtant en vente libre, rapporte beaucoup aux malfaiteurs. Donc ne pensons pas que si on revendait de la drogue licitement, il n'y aurait plus de revente de produits à des prix qui seraient inférieurs au prix du marché, sans doute, comme on le voit pour le tabac. Dans le ressort de votre cour d'appel, mais ce n'est peut-être pas la seule, on dénombre depuis quelque temps un certain nombre d'affaires violentes, de meurtres graves. Je pourrais citer évidemment le meurtre de Maëlys Desregeaux par Nordal-Lelandais, le meurtre d'Adrien Pérez à coups de couteau devant une discothèque à Mélan, plus récemment le meurtre de Victorine d'Artois à Villefontaine, une affaire de famille violente à Gap, ou encore très récemment un parricide à Gap avec une mise en scène macabre. Ça fait beaucoup ? Ça fait beaucoup, et depuis ces 2-3 dernières années, il y a une remontée du nombre d'homicides sur nos départements qui inquiète. C'est d'ailleurs une tendance nationale. On avait jusqu'environ 800-850 crimes de sang commis chaque année. On dépasse maintenant, on n'arrive pas loin des 1000, ce qui interroge sur ces fameux passages à l'acte, sur des affaires qui sont très différentes. Il y a parmi ces faits des règlements de compte, comme il y en a depuis longtemps dans cette région, mais aussi des crimes familiaux difficilement prévisibles, des rixes de rue, des rixes de discothèques, de bars, toutes sortes de faits qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Si ce n'est la violence. Si ce n'est la violence. Et on est souvent confondu par ces passages à l'acte qui émanent de personnes que rien ne prédisposait à la violence. On voit des gens qui se transforment en criminels terribles. Et ça, c'est le grand mystère qui nous interroge à chaque fois lorsqu'on se dit « mais est-ce qu'on aurait pu empêcher cela ?» Et malheureusement, la société démontre que ces crimes de sang existent depuis longtemps et existeront encore longtemps, malheureusement. Ce sont des affaires très médiatiques. On a vu beaucoup de journalistes de toute la France se déplacer lors des conférences de presse du procureur, Éric Vaillant par exemple. Est-ce qu'il y a une pression pour les juges ? Pression des médias, oui, bien sûr. Ça, c'est un vaste sujet aussi. Justice et médias, le fameux temps judiciaire qui n'est pas le temps des médias, tout le monde le sait. Je crois qu'aujourd'hui, la justice doit faire avec des médias qui réagissent dans l'instant. L'époque du journal télévisé du lendemain ou du journal papier du lendemain est révolue. Tout le monde a son site internet, tout va très vite. Ça pose un problème sur la réalité, la véracité de l'information. La justice a besoin de temps pour vérifier ces informations, et alors que le public veut tout savoir tout de suite. Et là, il peut y avoir des approximations, des erreurs. Nous devons tenir compte de cela. On ne peut pas regretter des temps anciens, d'une époque révolue. Nous devons faire avec ce monde médiatique qui est extrêmement foisonnant, que nous ne maîtrisons pas. Je dis toujours que chaque citoyen est devenu un journaliste et un caméraman en puissance. Avec son téléphone, il peut relayer de l'information, filmer, diffuser. C'est une donnée nouvelle qui peut nous être utile, mais qui peut être aussi très polluante, très perturbante pour la qualité du travail de la justice, qui a besoin de tranquillité, de confidentialité, de discrétion. Je suis toujours stupéfait de ce besoin de tout savoir tout de suite sur une affaire en cours. Alors que nous-mêmes, nous ne savons pas. C'est en fonction de l'évolution de l'enquête. Donc ce besoin effréné d'explications, comme s'il fallait tout connaître, interroge. Et nous devons calmer les choses. Disons attention, on communiquera en temps voulu, attendons. Et on attend ça, je crois, de la justice, en tout cas des procureurs, qui ne doivent pas hurler avec la meute ou s'embarquer dans des aventures, dans de la communication qui ne serait pas solide.
C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire le procureur de la République, Éric Vaillant, qui a monté un groupe WhatsApp pour les journalistes. Je crois que c'est une première en France et il faut parfois recadrer certains de mes collègues. Oui, je trouve ça très bien. Je crois qu'il faut que les procureurs, et moi je les encourage vivement, utilisent tous les moyens de communication. Nous avons un compte Twitter au parquet général de la Cour d'appel. J'ai une newsletter. WhatsApp, je trouve ça très bien. Il faut utiliser avec prudence les nouveaux vecteurs. C'est une façon intéressante et intelligente de communiquer, et la justice, qui n'a pas des moyens considérables, doit utiliser ces moyens modernes. Le procès de Nandal Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer devrait avoir lieu en mai 2021 devant la cour d'assises de Chambéry. Ce n'est donc pas de votre ressort, mais est-ce qu'on sait quand aura lieu le procès pour le meurtre de Maëlys ? Non, pas pour l'instant, puisque l'instruction n'est pas terminée, elle se poursuit. Il y a eu malheureusement l'épisode de Covid qui a gelé l'évolution de l'instruction. L'instruction est en bonne voie, elle se poursuit. Qu'est-ce qui reste à faire ? Un certain nombre d'actes qui appartiennent au seul juge d'instruction de décider. On espère un procès fin d'année prochaine, mais c'est sans certitude. Plus de 4 ans après les faits, ça fait long. C'est long et c'est un des problèmes de la justice. Alors il peut y avoir dans certains dossiers des explications, des investigations longues, complexes. C'est sans doute trop long. Je crois qu'il faut que la justice progresse dans un traitement plus rapide, mais il y a différents facteurs qui font que les choses prennent du temps. Des voies de recours qui sont utilisées, des expertises, des contre-expertises. Une bonne justice demande du temps, des moyens, de la prudence. On doit travailler pour les victimes, pour la vérité. Et donc une justice qui serait trop rapide, elle est déjà rapide dans beaucoup d'affaires, les petites affaires, doit prendre son temps, tant pis s'il faut attendre ce qu'il faut. Mais je crois qu'on pourrait quand même aller un peu plus vite si des textes changeaient. Je crois que ça pourrait progresser parce qu'il faut que nous correspondions aussi à l'évolution de la société qui attend peut-être plus vite les choses, à l'instar de ce qui se fait dans certains pays qui sont plus rapides que nous. Pour aller plus vite, il faudrait plus de moyens ? Sans doute, vous savez, qui ne vous dira pas qu'il faut des moyens supplémentaires ? Bien sûr, il faut que les juges aient moins de dossiers à instruire, que les services d'enquête soient plus nombreux pour aller plus vite dans le traitement des dossiers, les experts psychiatres aussi qui font un travail. Je crois, c'est aussi une culture qu'il faut acquérir, peut-être prioriser certains dossiers. Mais en tout cas, ici, les magistrats sur la Cour de Grenoble sont très occupés. Malheureusement, ont beaucoup d'affaires et il faut les mener de front. Un procès qui devrait avoir lieu en 2021, c'est le procès autour du meurtre d'Adrien Pérez, ce jeune homme qui avait donc été tué de plusieurs coups de couteau devant une discothèque à Mélan. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est une bagarre, voilà ce que les avocats des prévenus expliquaient. C'était simplement une bagarre et puis finalement ça a mal tourné parce qu'il y en a un qui avait un couteau dans sa poche. Oui, alors ça, on ne peut pas réduire malheureusement un drame pareil. Moi, je me mets à la place des parents. C'est épouvantable de perdre un enfant dans des conditions avec un sentiment d'extrême injustice. Pourquoi ça nous est arrivé ? On ne peut pas avoir qu'une approche, habituée de ce genre de faits, même s'ils se reproduisent. Ça renvoie à la dangerosité de se promener avec un couteau, malheureusement. L'alcool aussi, dangereux, l'alcool qui amène aussi à des comportements très débridés, les stupéfiants, où on ne se contrôle plus, tout ça, ça crée une alchimie extrêmement dangereuse. Et c'est une pédagogie aussi d'aller à l'école, de lutter contre l'agressivité, de calmer les choses. Pardon. Et donc, c'est une pédagogie collective qui n'est pas si facile à faire. Mais nous devons penser aussi aux familles. Je dis toujours, attention à ne pas avoir une approche trop froide, trop professionnel, qui est toujours un peu le défaut que nous pouvons avoir, nous, gens de justice. En France, nous n'avons pas la culture de filmer et de retransmettre les procès. Aux États-Unis, il y a des chaînes de télé qui le font toute la journée. Donc, en France, c'est limité pour l'instant aux besoins historiques, comme le procès de Barbie à Lyon ou en ce moment celui des attentats de Charlie Hebdo. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a déclaré en septembre qu'il souhaitait que les procès soient filmés et diffusés. Est-ce que c'est une bonne initiative selon vous ? Oui, moi je suis assez partisan. On n'est pas très nombreux dans ce cas-là. Non, parce que l'Union des magistrats a eu son contre. Oui, mais moi je suis pour. Je crois que chacun peut avoir son point de vue. Je pense même que sur l'évolution sur le long terme, ira vers l'enregistrement, la diffusion des procès. Peut-être pas forcément en direct, ne serait-ce qu'en différé. Pourquoi ? Parce que c'est un formidable outil pédagogique, l'image. Et aujourd'hui, les gens sont dans l'image. Sont plus forcément dans le papier. Et donc, je me dis que quoi de mieux que diffuser un procès réel et non pas simplement une fiction
souvent un peu calamiteuse. La représentation de la justice dans les séries n'est pas terrible, en tout cas en France. Il y avait une fameuse série dans les années 90, Tribunal, oui, que je regardais assidûment. Mais elles sont peu nombreuses, celles qui sont assez réalistes. Et donc je me dis, on n'aura pas de meilleur outil qu'à la diffusion d'un procès qui supposerait des conditions, des garanties. Je crois que ce serait vraiment très bien que nos concitoyens puissent voir en quoi consiste un procès. Tout le monde ne va pas assister à une audience. Alors que tout le monde pourrait. Tout le monde pourrait, mais la capacité est réduite. Et vous savez, quand j'ai connu un procès à Marseille, le procès PIP, les implants mammaires, où il y avait 8000 parties civiles. Nous avions aménagé une salle d'audience au parc des expositions, mais ça a des limites. On ne peut pas faire des audiences gigantesques. Et si vous avez beaucoup de victimes, et je pense à des procès de santé publique, l'idéal, c'est de filmer et de diffuser auprès des victimes qui pourraient accéder au procès dans de bonnes conditions d'audition, parce qu'on n'entend pas toujours très bien dans les salles d'audience et de vision. Et moi, je crois que ce sera l'avenir. On va progresser par petits pas. Regardez les grands procès historiques et les grands procès à venir. Je pense que s'ils étaient filmés, ce serait formidable pour notre société. Donc l'idée, c'est quand même pas de diffuser tous les procès. Bien sûr que non, avec des garanties, dans des conditions de tournage qui seraient tout à fait cadrées, avec l'accord de toutes les parties. Évidemment, beaucoup peut-être refuseraient, mais je crois que ce serait une façon de montrer en quoi consiste la justice, qui est rendue publiquement au nom du peuple français. Et sauf les procès à huis clos, qu'on ne pourra jamais diffuser, je crois que ce serait vraiment très très bien. On pourrait faire commenter les procès par des professionnels, avant, après, ce serait formidable comme outil. Est-ce que ça arrivera un jour. Est-ce que ça ne risque pas d'avoir des conséquences sur la sérénité des débats? Est-ce qu'on ne risque pas de virer vers le spectacle? Je crois que vous le savez bien, on oublie très vite les caméras. Lorsqu'elles sont présentes, on le voit sur les reportages en immersion. Certes, au début, les juges pourraient être un peu figés, etc. Mais je crois qu'on oublie très vite, surtout si le procès dure un certain temps. Et même s'il ne dure qu'une journée, où il y a plusieurs affaires. Mais pas forcément d'ailleurs les grands procès. Mais une audience de comparution immédiate où on juge de la délinquance ordinaire, une audience où on juge des chauffards alcoolisés, ça pourrait être aussi un très bel outil. Disant voilà ce qui se passe si un jour je suis pris en état d'ivresse et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. On peut aussi regarder l'excellent documentaire de Raymond Departon, 10e chambre, qui a été tourné, je crois, en partie. Qui montre bien quand il y a eu des exceptions qu'on peut filmer. Moi, j'ai autorisé dans des postes précédents des tournages très intéressants. On montrait une comparution devant un substitut. C'est vraiment très bien. Montrer que la justice, elle est humaine, rendue par des êtres humains, qu'elle n'est pas virulente, agressive, et que tout le monde a un rôle à jouer, les avocats, les juges, et ça me paraît très intéressant. Alors, en revanche, ça demande quand même des moyens que peut-être la justice n'a pas. Peut-être que Télé Grenoble viendra un jour filmer les... On est très cher, merci beaucoup. Non, mais bien sûr, il faut après organiser, professionnaliser la communication, des moyens évidemment, mais je crois que ce serait un beau progrès pour la prise de conscience des problèmes de la justice et sa meilleure connaissance. L'Isère expérimente depuis cet été les cours criminels. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quoi il s'agit ? Alors oui, l'Isère à notre demande, a été désigné comme cour d'appel, cour d'assises expérimentale. Le problème, c'est que pour l'instant, aucune affaire n'est encore audiencée. Il y en aura sans doute plusieurs qui vont être jugées au début de l'année prochaine. C'est tout récent. Il fallait l'accord des accusés jusqu'à une certaine date. Maintenant, l'accord n'est plus autorisé. Il s'agit de juger sans juré des auteurs de crimes dont la peine est inférieure à 20 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire des viols et des coups mortels. Les homicides volontaires, les assassinats, eux, ne seront toujours justiciables de la cour d'assises ordinaire. La cour criminelle, c'est une cour sans juré, 5 magistrats. Et apparemment, l'expérience qui est pratiquée ailleurs en France démontre que ça a une économie de temps, mais que ça permet des échanges juridiques assez intéressants entre les avocats et les magistrats. Il n'y a pas le poids des jurés, qui a aussi son intérêt, et que si on veut juger plus vite certaines affaires assez simples, ou en tout cas pour lesquelles la peine encourue est moins importante, je trouve que c'est un bon moyen. Et je trouve qu'il faut faire preuve de pragmatisme chez nous. Souvent, il y a des débats un peu idéologiques pour contre. Je crois que voyons comment peut-on améliorer la justice sans sacrifier des grands principes. On pourra toujours faire appel d'une décision d'une cour criminelle devant une cour d'assises. Avec des jurés, donc. Avec des jurés, donc il y a des garanties qui sont données à tout le monde. Et voilà, donc je crois que c'est quelque chose qui aura de l'intérêt pour tous les acteurs du procès. Vous
Vous êtes depuis 2019 doyen d'enseignement du pôle communication judiciaire à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Il faut mieux informer les citoyens sur la justice. C'est pour ça notamment que vous venez de nous expliquer tout ça et puis que vous organisez aussi une nuit de la justice qui n'a pas pu avoir lieu cette année. Oui, malheureusement, nous avons fait des journées portes ouvertes le samedi, des nuits du droit qui ont rassemblé beaucoup de monde. 1500 personnes à chaque fois. Beau succès, montrer comment fonctionne une cour d'assises, des stands. Et je trouve que nous avons la chance d'avoir un palais de justice à Grenoble très ouvert, très moderne, qui est mal connu. Et si on peut accueillir du public, visiteurs, des jeunes qui peut-être se destineront à des métiers du droit, des citoyens ordinaires, c'est une bonne chose. Je propose à présent de changer de sujet avec le reconfinement qui est donc de retour pour tenter de faire baisser l'épidémie de Covid-19 qui a atteint des seuils alarmants, notamment dans notre région. À l'hôpital, l'urgence, c'est de rendre des lits disponibles pour les personnes gravement touchées par cette seconde vague. Ce qui est sûr, c'est que nous, au niveau de la région, là, on a envisagé d'annuler, par exemple, des interventions chirurgicales qui sont importantes pour les patients. Et du coup, ça paraît difficile pour eux de comprendre qu'on continue à vivre juste avec les mesures actuelles, alors qu'on est en train d'augmenter la déprogrammation. On a vu que le confinement avait permis, au bout de 2 semaines, d'arrêter la montée des cas, et puis au bout de 3 semaines, d'avoir un plateau, puis une redescente. Donc on sait que le confinement est efficace. Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises au niveau national pour pouvoir baisser la circulation du virus, et puis finalement, dans 2 ou 3 semaines, avoir une baisse des cas. Mais pendant 15 jours, on sait qu'on va devoir faire face à un afflux de patients. Rien que dans la journée d'hier, je crois qu'on a eu plus de 44 nouveaux patients Covid à hospitaliser pour le CHU de Grenoble. Là, on sait qu'on a plus de 60% de nos lits de réanimation qui sont occupés par des patients atteints de la Covid. Une partie sont des patients qui viennent pour des choses imprévues, par exemple un accident de la route, par exemple un accident grave de sport. Et c'est là où, pendant la première vague, avec l'effet du confinement, ces patients-là, ils ont vraiment été diminués. Et du coup, ça nous a permis d'avoir artificiellement plus de place en réanimation. Donc c'est pour cette raison-là que le gouvernement pourrait être amené à prendre des décisions difficiles pour l'ensemble de la population, mais qui sont indispensables, probablement, pour qu'on puisse créer ces lits de réanimation avec les ressources dont on dispose. On ne peut pas créer des infirmières en claquant des doigts. C'est pas possible. Le premier confinement avait eu des conséquences sur votre activité, notamment dans les milieux clos, les milieux familiaux, plus de violence. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci. Nous espérons. Le confinement fait que les personnes restent entre elles avec des débordements possibles, des tensions dans les familles. Ça a eu l'avantage aussi de faire en sorte que les dealers ne soient plus dans la rue. C'est une bonne chose. Oui, mais il dealait ailleurs ou il dealait pas, ou difficilement, ou plus difficilement. Donc le fait qu'on ne puisse pas être dehors comme ça sans rien faire, c'est peut-être une bonne chose. Mais il y a toujours un après. Et c'est un peu ce que nous craignons toujours, c'est l'après-confinement où les choses se libèrent, des frustrations se libèrent. Et c'est un peu l'inquiétude que nous avons toujours sur ce genre de situation. Il y a quelques jours, le ministre de la Justice a demandé que soient mis en œuvre dans les maisons d'arrêt, les prisons, les dispositifs du bloc peine. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? C'est très compliqué. C'est la loi du 23 mars 2019 qui a modifié un certain nombre de règles sur l'aménagement des peines. Une peine, lorsqu'elle est prononcée, peut être aménagée. C'est-à-dire qu'une peine de prison ferme peut ne pas être effectuée en détention. Elle peut être effectuée à l'extérieur, avec bracelet électronique, etc. L'idée forte que maintient l'actuel garde des Sceaux, c'est de faire en sorte que les prisons ne soient pas remplies de personnes. Voilà, qu'on élargisse un certain nombre de détenus et qu'on permette leur réinsertion. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a certains détenus, petits délinquants, qui peuvent revenir dehors et pouvoir retrouver une activité ou trouver une activité. Ça ne s'appliquera jamais à des gros délinquants, à des gros malfaiteurs, évidemment. Donc ce sont des textes nouveaux qui facilitent l'aménagement des peines, travail d'intérêt général, bonne chose aussi, bracelet électronique, qui ne sont pas des mesures de faveur, mais qui évitent l'incarcération dans un lieu clos qui n'est pas forcément toujours très positive. Alors, un autre de vos domaines de prédilection, c'est le droit et la montagne. Vous avez récemment coécrit cet ouvrage, Le Guide et le Procureur, avec Éric Descamps, Alexis Malon, aux éditions du Mont Blanc. On dit souvent que la montagne, c'est un espace de liberté. Ce n'est donc pas le cas ? C'est un espace de liberté qui doit le rester. Et il est bon que nous ayons des espaces de liberté, la mer, la montagne. On dit toujours, est-ce qu'il faut réglementer la montagne ? Non, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, c'est un terrain de la République, où les lois de la République s'appliquent, mais il faut que la liberté
formidable. C'est un outil d'épanouissement formidable, surtout dans notre région. Mais attention aussi au risque d'accident. Et chaque année, nous déplorons un certain nombre de décès accidentels dans le département de l'Isère, dans les départements des Hautes-Alpes. Des dangers objectifs, bien sûr, des chutes, mais aussi quelques imprudences. On s'aventure dans des lieux avec des risques d'avalanche. Et comme la saison de ski va démarrer, pas tout de suite, tout le monde le souhaite, si la neige est là, et pas que la neige, il faudra surtout qu'il y ait une grande attention. Et le monde de la montagne, des professionnels de la montagne, et on a essayé de faire ça dans ce livre, c'est d'expliquer en quoi consistent les règles. On peut être montagnard, mais on est aussi citoyen. Et que si on commet une imprudence dont est victime son compagnon de cordée, une grave imprudence, on peut avoir des comptes à rendre devant la justice. Et c'est un peu ce que nous disons dans cet ouvrage. Et ça, on n'y pense pas. Alors, les guides, ils pensent peut-être un peu plus. Les guides, les moniteurs de ski, bien sûr, qui encadrent, tous les encadrants, mais ça ne s'applique d'ailleurs pas qu'à la montagne, ça peut être toute activité, la voile, la natation, la plongée, où il y a un encadrement. Attention aux règles. Et la loi française est assez bien faite, elle ne donne pas de cadre strict, elle dit simplement si vous avez commis une faute grave, vous devez en répondre. C'est-à-dire qu'une petite faute, ça peut se comprendre, une erreur, mais si c'est une faute délibérée ou une grave négligence qui entraîne des conséquences gravissimes, vous devez répondre de votre acte. Voilà, sans tomber dans un côté père fouettard ou inquiétude, de responsabiliser les pratiquants de la montagne et tous ceux qui encadrent dans des activités exposées des personnes, adultes ou jeunes d'ailleurs. Vous aviez d'ailleurs reconstitué un procès oui. Il y a quelque temps. C'était le procès d'un guide. Bien sûr. Et les responsabilités, les professionnels de la montagne, est-ce qu'ils les connaissent ? Oui, bien sûr. Ce sont des gens responsables. D'ailleurs, il y a très peu de professionnels de la montagne qui sont jugés en correctionnel. Il y a des procès civils, très peu en matière pénale, et c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il faut que les décisions de justice, à un moment, soient pédagogiques. Et tous les professionnels disent qu'ils ont vécu des quasi-accidents. Peut-être qu'à un moment, ils ont été borderline. Je dis toujours, il faut savoir renoncer en montagne. Est-ce qu'à un moment... Mais quand on a un client, c'est ça qui est dur. Et oui, mais à un moment, peut-être que les conditions météo, peut-être que l'itinéraire prévu, il faut changer, savoir renoncer. On comprend bien que les guides ont besoin de ça pour vivre et que la montagne, c'est du risque. Mais et il ne faut surtout pas brider ça. Mais attention aux conséquences qui peuvent arriver pour les gens de la montagne comme pour tout citoyen qui commettrait un accident. Du 3 au 7 novembre, Télé Grenoble deviendra camp de base des rencontres ciné-montagne. Une vingtaine de films seront diffusés sur notre antenne, certains en avant-première. Je vous propose de regarder un extrait du documentaire Jeunes en montagne, une initiative de la ville de Grenoble qui permet de faire découvrir toutes les richesses et valeurs qu'offre ce milieu aux jeunes grenoblois qui ne connaissent pas la montagne. C'est bon, c'est parti. Let's go, Adam. Quelque part, la ville de Grenoble participe avec nous à l'éducation de nos enfants. Et ils abordent un côté que forcément on n'aborde pas, nous, que ce soit de manière directe ou pas chez nous. Allez Cyrine, allez Cyrine. Mais j'arrive pas. Mais si, tu sais que quand t'arrives pas, tu arrives toujours au bout d'un moment. Mais allez. ouais, mais... C'est bon, c'est lui, tranquille, c'est du plaisir. Quand on est accroché à une centaine de mètres et qu'on a le vide derrière soi, c'est normal d'avoir peur. Pour la sortie, regarde, tu peux attraper l'arbre. Voilà. Pas qu'un peu. On va continuer. Et le fait d'affronter cette peur, de la dépasser, ça ne peut être que bénéfique pour des enfants, surtout à cet âge. En 2020, ce sont 650 familles qui ont eu l'opportunité d'expérimenter de nouvelles activités grâce au programme Famille en montagne. Jacques Dallest, qu'est-ce que vous pensez de ce programme ? Formidable. C'est bien de voir des jeunes qui sont entraînés, qui ne veulent pas non plus perdre la face aux copains, aux copines, avec un encadrement qui montre que la montagne, ça peut être formidable. Ça peut être un lieu d'expression, de liberté, de courage aussi, hein, de surmonter ses peurs, sa tension, de se maîtriser soi-même. De te concentrer. La montagne, ça ne pardonne pas. C'est un lieu où on ne peut pas se cacher, on ne peut pas jouer au matamor. Et c'est ça qui est intéressant dans cette activité, c'est qu'elle révèle très vite les personnalités profondes. Il faut être modeste, il faut être humble. On ne peut pas rouler des mécaniques, jouer au plus malin. Et je trouve que tout ce qui va dans ce sens, un peu de la discipline collective, de la maîtrise de soi, est une bonne chose, surtout pour des jeunes. Surtout pour des jeunes peut-être de quartier, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, qui aiment bien pour certains, je vous dis, rouler les mécaniques, montrer qu'ils sont les petits caïds. Et là, tout le monde est au même niveau. Et quelquefois, ceux qui jouaient les costauds, ils ne sont pas si costauds que ça sur une paroi, bien sûr.
Une dernière info qui concerne l'ancien palais de justice, le palais du Parlement, place Saint-André à Grenoble, dans lequel vous n'avez pas officié. Mais ce bâtiment historique, propriété du département de l'État, est en piteux état. Le projet de rénovation a été voté vendredi lors du dernier conseil départemental. Le département en conservera 6200 m² de surface, dont les espaces remarquables en vue d'accueillir notamment le musée de la Résistance et l'agence d'Isère Attractivité. Le reste, soit plus de 4900 m², vont être vendus à un promoteur privé qui aménagera plus de 35 logements et un local professionnel. Coût des travaux, 9,55 millions d'euros pour le département, 11,52 millions d'euros pour le promoteur. Les travaux devraient commencer en février prochain. Le palais de justice actuel à Grenoble, Jacques Dallest, vous y sentez bien ? Oui, j'aurais aimé travailler dans cet ancien palais de justice qui porte toute une histoire. On en a jugé des gens dans ce palais. Il y a de très belles salles d'ailleurs qui seront conservées. Nous y avons fait un certain nombre de manifestations. Mais j'aime bien le palais moderne parce qu'il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus transparent. Et je suis vraiment un grand adepte de la transparence de la justice. Et votre avenir dans les prochaines années, ça sera toujours à Grenoble ? Oui, je termine à Grenoble. Et moi qui suis haut-savoyard, je retrouve mes racines annéciennes avec grand plaisir. Merci beaucoup Jacques Dallest d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver ce récap info le samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. À très bientôt.